Bonjour à tous, nous allons attaquer un second semestre ensemble pour finir le programme de droit des obligations avec vous. Donc nous allons consacrer ce second semestre à la responsabilité, essentiellement la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. On étudiera ensemble ce que cela signifie et quels sont les différents régimes applicables. Je précise que ce second semestre, je vais enseigner pendant 6 cours sur YouTube, sauf si vos délégués reviennent vers moi et m'indiquent qu'ils préfèrent d'autres modalités. Et les 6 derniers cours seront donnés par M. Sanguinetti, que vous retrouverez en troisième année. Il y a eu une petite réorganisation cette année du programme de droit, donc on s'est réparti les cours de cette manière. Donc 6 cours avec moi sur la responsabilité contractuelle puis délictuelle, et ensuite c'est M. Sanguinetti qui reprend le flambeau, en totale bien sûr concertation avec moi, et puis on vous expliquera comment on s'organisera pour l'examen. On fera certainement un examen commun du coup. Et évidemment, tout ce que vous avez vu avec moi et tout ce que vous avez vu avec M. Sanguinetti, ce sera utile pour votre examen. On va commencer par un titre 1 qui est la violation du lien contractuel. Donc, petite introduction, la responsabilité civile désigne l'obligation de réparer le dommage causé à autrui. La responsabilité est contractuelle lorsque le dommage a été causé à une partie par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat. En revanche, la responsabilité est délictuelle lorsque le dommage n'a pas été causé par une inexécution ou une mauvaise exécution d'un contrat. Chapitre 1. La responsabilité contractuelle. Section 1. Les conditions de la responsabilité contractuelle. Grand 1. Un manquement contractuel. 1.1. La preuve du manquement. La responsabilité contractuelle suppose qu'une partie a commis une faute contractuelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas respecté ses obligations. Le manquement porte non seulement sur ce qui est expressément prévu par le contrat, mais également sur les obligations inhérentes au contrat, même si elles ne sont pas expressément mentionnées. Par exemple, une obligation de sécurité, une obligation d'information. Vous savez très bien que si vous achetez par exemple un billet de train, on ne va pas vous dire expressément que votre voyage va être réalisé en toute sécurité. Vous n'allez pas être victime, en tout cas que la SNCF s'engage à assurer votre sécurité lors du transport. Et bien, c'est inhérent au contrat. Ça n'est pas dit, mais c'est inhérent. Quand vous allez voir par exemple un assureur, vous souscrivez un contrat d'assurance avec lui, mais on suppose qu'il vous a conseillé sur un contrat qui est adapté à vos besoins. Même chose avec un banquier. Ils sont tenus d'une obligation de conseil. Nouveau paragraphe. Si l'obligation constitue une obligation de moyens, il est nécessaire d'établir que le débiteur n'a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour procurer satisfaction à son créancier. Il n'est possible d'engager la responsabilité du débiteur que si l'on prouve que tous les moyens possibles n'ont pas été mis en œuvre. Afin d'apprécier le comportement du débiteur, on se réfère au comportement d'un individu raisonnable. Autrefois, on disait le bon père de famille.
mais on considère aujourd'hui que c'est un petit peu sexiste comme façon de faire, donc d'un individu raisonnable placé dans cette situation. Donc qu'est-ce que c'est qu'une obligation de moyens? Un exemple. Exemple, le médecin ne peut pas assurer qu'il guérira le malade, mais il doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires. Exemple, un avocat ne peut pas assurer à son client le gain du procès, mais il doit effectuer son travail sérieusement. Donc, nouveau tiret, si l'obligation constitue une obligation de résultat, il appartient au débiteur de fournir le résultat attendu. La seule preuve que le résultat n'a pas été atteint suffit pour prouver la faute du débiteur. Exemple, le transporteur routier est tenu d'assurer le transport de la marchandise jusqu'à la destination attendue. Donc pour le coup, on n'a pas besoin de montrer qu'il a mal conduit ou qu'il n'a pas respecté certaines règles, qu'il a été trop lent pour charger, etc. Il suffit de prouver que le transporteur routier était attendu à telle heure, à tel endroit, il n'y est pas, il a manqué à son obligation de résultat. 1.2. La gravité du manquement. Il existe différentes fautes. Deux petits points, premier tiré. Vous verrez que ces différentes fautes, je précise tout de suite, elles sont parfois utilisées dans certains régimes juridiques. On va par exemple utiliser la faute intentionnelle en matière de maladie professionnelle, on va utiliser la faute inexcusable dans tel ou tel cas. Voilà, on ne va pas toujours utiliser le même vocabulaire selon le type de situation. Donc, premier tiré, la faute intentionnelle est la faute qui comporte la volonté de causer non seulement l'acte dommageable, mais aussi le dommage lui-même. Elle exclut toute assurance. Je vais vous donner un exemple. Vous aviez un couple qui manifestement rencontrait des difficultés. L'homme, semble-t-il, était infidèle. Je pense que certaines d'entre vous diront encore un salaud. En tout cas, manifestement, il l'était. Cette femme, manifestement, n'était pas non plus très simple, puisqu'elle a décidé de se venger de son conjoint infidèle. Son conjoint devait beaucoup aimer sa voiture, et elle a été prise de la décision, elle a pris une décision, c'était brûler la voiture de son conjoint. Elle a brûlé cette voiture. Simplement, cette voiture était dans un parking et le feu s'est répandu et a brûlé d'autres voitures et le parking. On s'est posé la question de savoir dans quelle mesure cette faute était intentionnelle. Plus exactement, la compagnie d'assurance de cette dame a indiqué effectivement mon assuré a commis une faute. Je suis son assureur, je dois réparer les dommages qui ont été causés par ma cliente, sauf si ces dommages ont été intentionnellement causés. Il y a eu tout un débat pour savoir ce qu'il en était. Et finalement, il a été considéré que cette dame avait brûlé intentionnellement la voiture de son ex-conjoint, donc la compagnie d'assurance n'était pas tenue d'indemniser cette partie du préjudice, mais en revanche, elle n'avait pas pensé, elle n'avait pas réfléchi au fait que le feu allait se propager vers d'autres véhicules et allait brûler aussi le parking. Et je peux vous assurer qu'un parking qui brûle, ça coûte très cher parce qu'il y a souvent des matériaux spéciaux, etc. Et donc, on a considéré que la compagnie d'assurance devait indemniser le préjudice subi par les autres voitures et subi par l'exploitant du parking, parce que l'intention de cette dame n'était pas de brûler les autres véhicules et le parking. Deuxième tiret, c'est un exemple. Deuxième tiret, la faute inexcusable. C'est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité qui est caractérisée non pas par la volonté de causer le dommage,
mais par la conscience de sa probabilité. Exemple, un accident du travail, accident de la circulation, transport de marchandises. Si vous roulez à 300 km/h, vous avez une super voiture, on va dire à 220 km/h, sur une petite route à 50 km/h, vous renversez un piéton, parce que vous avez perdu le contrôle de votre voiture, vous n'aviez pas la volonté de tuer ce piéton, mais néanmoins votre faute était tellement grave que vous saviez, vous aviez la conscience qu'il était possible que cela arrive. Troisième tiré, la faute dolosive. C'est la faute qui implique la volonté délibérée de méconnaître son obligation sans nécessairement causer un dommage. Donc la faute dolosive, c'est quand sciemment vous dites « je n'exécute pas mon contrat, j'en ai rien à faire, j'ai l'intention de ne pas accomplir mes engagements, mais vous n'avez pas cherché en soi à causer un dommage. » Ça peut arriver. Donc vous voyez, la faute dolosive, la faute inexcusable, ça peut être très proche. Quatrième tiré, la faute lourde. C'est la faute qui manifeste l'inaptitude de son auteur à assumer la mission dont il est chargé. La faute lourde n'est pas nécessairement consciente. Vous avez pu faire n'importe quoi, mais vous n'en étiez même pas rendu compte. Elle peut résulter d'une négligence grave ou d'une erreur grossière. Exemple, un transporteur routier qui dépasse la vitesse autorisée. Exemple, un banquier qui ouvre un coffre-fort sans vérifier l'identité du client. Cinquième tiré, la faute simple, c'est la faute moyenne qui n'est ni spécialement grave ni spécialement légère. Elle suffit à engager sa responsabilité, mais on n'avait pas particulièrement méconnu ses obligations. Voilà, c'est la faute classique. 1.3. L'origine du manquement. 1.3.1. Responsabilité contractuelle du fait d'autrui. Le débiteur peut se voir imputer la mauvaise exécution du contrat, alors qu'en réalité, c'est la faute d'une autre personne qui en est la cause, dès lors que cette personne est, premier tiré, soit un préposé du débiteur, c'est-à-dire un employé du débiteur, soit, deuxième tiré, un auxiliaire du débiteur, c'est-à-dire, par exemple, un sous-traitant, un mandataire ou un prestataire de service du débiteur. Donc tout cela pour vous dire que vous pouvez très bien voir votre responsabilité engagée pour faute contractuelle parce que votre employé n'a pas accompli ses engagements, parce qu'un sous-traitant, un de vos sous-traitants, n'a pas respecté ses engagements. Vous êtes par exemple un constructeur de maison, vous avez eu recours à un plombier parce que vous ne faites pas la plomberie, qui est votre sous-traitant, celui-ci n'accomplit pas ses obligations dans les délais requis, et bien vous, l'entrepreneur de construction, vous allez être responsable par rapport au maître de l'ouvrage, par rapport au client qui vous a demandé de construire sa maison. Vous allez peut-être vous retourner ensuite contre le sous-traitant, mais en soi, par rapport à votre client, vous êtes responsable des fautes de vos sous-traitants. Grand 2. Un dommage. 2.1. Existence d'un dommage. L'inexécution d'une obligation ne suffit pas à fonder le versement d'une réparation. Il est nécessaire qu'un dommage ait été subi. Il existe un adage qui dit « point de dommage, virgule, point de réparation ». Autrement dit, pour engager la responsabilité contractuelle d'un tiers, il est nécessaire d'avoir subi un préjudice. Cette règle
n'existe pas en matière pénale. La responsabilité pénale peut en effet être engagée du fait même de la faute, même s'il n'en découle aucun préjudice. Exemple, si quelqu'un, on va prendre un exemple un peu stupide, mais bon, c'est pas grave, assez parlant, si quelqu'un se promène nu dans la rue avec un bazooka à la main, il va pouvoir avoir sa responsabilité pénale engagée pour outrage à la pudeur peut-être, pour permis de port d'armes, enfin pour absence de permis de port d'armes et détention d'armes illicites. Et cela même s'il n'a rien fait, peut-être que c'est quelqu'un qui est juste un peu psychologiquement fragile et qui se promène tout nu sans raison dans la rue. Voilà. S'il n'y a pas d'enfant qui le voit en soi, il n'y a pas de... A priori, il n'y a pas de grand traumatisme pour les personnes qui sont susceptibles de l'avoir vu se promener nu dans la rue. Si son arme n'était ensuite pas destinée à être utilisée, il n'y a pas non plus en soi de préjudice. D'accord ? Mais pour autant, cette personne peut voir sa responsabilité pénale engagée. En revanche, pour engager une action en responsabilité civile contractuelle contre cette personne, il faut soit que vous ayez été choqué, que vous arriviez à le démontrer par le spectacle de cette personne nue dans la rue, ou bien encore que cette personne ait utilisé son arme, ou vous ait fait peur, ou vous ait menacé, ce genre de choses. La responsabilité contractuelle exige donc l'existence d'un préjudice. Il n'existe qu'une seule exception. Elle concerne les obligations de ne pas faire. L'article 1145 du Code civil précise en effet que, vous pouvez ouvrir les guillemets, si l'obligation est de ne pas faire, virgule, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. Donc si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un dommage pour engager une action en responsabilité contractuelle liée à un manquement, à une obligation de ne pas faire. « 2.2 Les caractères du dommage. Il existe 3 grandes catégories de préjudice. Premier tiré, les dommages matériels. Le dommage matériel est d'ordre patrimonial. Il inclut à la fois la perte subie, mais aussi le gain manqué. Deuxième tiré, le dommage moral. Il est d'ordre affectif. Troisième tiré, les dommages corporels. Le dommage corporel résulte d'une atteinte à la personne. 2.3 Exclusion du dommage imprévisible. Petit a. Principe. L'article 1231-3 du Code civil dispose que, ouvrez les guillemets, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Fermez les guillemets. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors de la conclusion du contrat, sauf
lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Nouveau paragraphe, donc fermez les guillemets. Cet article limite donc la réparation aux dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat. L'idée est qu'en s'engageant, un contractant doit pouvoir mesurer les conséquences de son éventuelle défaillance. Nouveau paragraphe. La question s'est posée de déterminer si c'était la cause des dommages, entre parenthèses, c'est-à-dire sa nature, ou bien sa quotité, Q-U-O-T-I-T-E accent aigu, c'est-à-dire son chiffre, qui doit être prévisible. Donc, est-ce que c'est la cause du dommage ou est-ce que c'est le montant du dommage qui doit être prévisible? La jurisprudence actuelle considère que c'est la quotité des dommages qui permet de déterminer si le dommage était ou non prévisible. Exemple. Un colis est perdu par un transporteur. Ce colis contenait des pierres précieuses et aucune indication n'avait été donnée au transporteur. Donc, en l'espèce, la cause du dommage est prévisible. Ça arrive qu'un transporteur perde un colis. En revanche, la quotité, Q-U-O-T-I-T-E, n'est pas prévisible. Un transporteur, si on ne prévient pas, il ne pense pas qu'il y a des bijoux. Donc, pour la jurisprudence, il s'agit de dommages imprévisibles, car c'est la quotité de dommages qui est en jeu et non pas la cause des dommages. Donc, nouveau paragraphe. Contrairement au droit anglo-saxon, il n'existe pas en droit français de dommages et intérêts punitifs qui prendrait pour mesure le profit que le débiteur a pu tirer de sa faute, même s'il dépasse le préjudice subi par le créancier. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, une société peut se voir condamnée à des sommes largement supérieures au préjudice qui a été causé à tel ou tel débiteur. Petit b, le DOL, D-O-L, donc sans E, D-O-L. Le dommage imprévisible devient toutefois réparable en cas de faute dolosive ou lourde. Le dommage qui a été causé intentionnellement par le débiteur doit être réparé par lui en totalité, même s'il n'avait pas prévu l'étendue des dommages lorsqu'il a conclu le contrat. Donc, doit être réparé par lui en totalité, même s'il n'avait pas prévu l'étendue des dommages lorsqu'il a conclu le contrat. C'est la sanction de la mauvaise foi. Donc, si dans le cas du transport, de l'exemple qu'on donnait tout à l'heure sur le transporteur routier, s'il a volontairement perdu le colis, s'il a jeté à la poubelle, s'il n'a pas voulu le traiter pour une raison X ou Y, eh bien dans ces cas-là, il a commis une faute dolosive et il devra rembourser également la valeur des bijoux, même si c'était imprévisible, même s'il ne sait pas qu'il y avait des bijoux dans le colis. Grand 3, un lien de causalité. Le créancier ne peut demander réparation que du préjudice qui est une suite directe et immédiate de l'inexécution de la convention.
Le débiteur doit réparation du dommage et de tout le dommage qui, sans sa faute, ne se serait pas immédiatement réalisé. En revanche, il ne doit pas réparation des conséquences indirectes de sa faute. Je vais vous donner un exemple qui est très ancien, qui remonte au XVIIe voire XVIIIe siècle, XVIIIe plutôt. C'est l'exemple de la vache de Potier. Vous avez un marchand qui vend une vache. Il sait qu'elle est malade. Cette vache va contaminer tout le troupeau de l'éleveur. L'éleveur est de ce fait ruiné. Les biens de l'éleveur sont saisis. La question est de savoir qu'est-ce qu'on doit rembourser. Le marchand qui a vendu une vache malade, est-ce qu'il doit rembourser la valeur de la vache, du troupeau, ou également la maison de l'éleveur qui a été saisie? Pour Potier, donc Potier P-O-T-H-I-E-R, P-O-T-H-I-E-R, qui est un très grand juriste du fin 17e, début 18e, je ne suis pas un spécialiste, la réparation se limite à la mort de la vache et du troupeau. Mais vous voyez, on se rend compte que c'est assez difficile parfois de savoir où s'arrête la causalité entre un événement et un sinistre. Donc voilà pour ce premier cours.